7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. L'éclairage du jour. Et oui, la commission d'enquête sur l'influence des cabinets privés sur les politiques publiques, vous savez, qui se sont notamment illustrés pour la gestion, très belle gestion de la crise Covid, mais pas que. Cette commission donc a présenté ses conclusions jeudi dernier. On apprend beaucoup de choses dans ce rapport et on en reparlera et parlera encore parce que c'est important. Mais notamment qu'en 2021, les dépenses de conseils privés auprès de l'État ont dépassé le milliard d'euros. Un pognon de dingue pour reprendre une expression présidentielle. Quelques exemples de ces missions nous paraîtront particulièrement cocasses. Le près de 4 millions d'euros ont été accordés à McKinsey pour accompagner la réforme des APL, réforme qui a pour but de donner 5 euros de moins aux Français. Il y a aussi des missions pour lesquelles on ne voit même pas les effets sur la question de l'éducation, dont on parlait juste avant avec Jérôme Juvigny. Le cabinet McKinsey a travaillé sur 2 études thématiques pour la modique somme de 496 000 euros. Les 2 thématiques, la rémunération au mérite des professeurs et la gouvernance des établissements scolaires. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a été obligé de préciser qu'il n'est pas possible de déterminer les conséquences directes de ce rapport vendu par McKinsey. Donc tout cela pose de vraies questions et nous y reviendrons encore. Mais aujourd'hui, on va aborder la question des impôts. Dans ce même rapport, on apprend que ces cabinets de conseil pour lesquels les dépenses auprès des ministères ont quand même augmenté de 45% depuis 2018, eh bien, ces cabinets, notamment le cabinet McKinsey, n'a pas payé ses impôts depuis au moins 10 ans en France. Écoutez la rapporteuse de la commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil privés, Eliane Assassi. La question de la situation fiscale du cabinet McKinsey, car celle-ci est venue à nous au cours de nos travaux. Le 18 janvier dernier, l'un de ses directeurs, ici même, a affirmé sous serment, je le cite, « Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salaires sont dans une société de droit français qui paie ses impôts en France ». Fin de citation. On a donc vérifié en procédant à une réquisition de documents à Bercy, comme le permettent les prérogatives de la commission d'enquête. Le constat est clair. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis, bien connu comme paradis fiscal. Voilà, vous entendiez Eliane Assassi, 329 millions d'euros tout de même non déclarés. Alors, on pose la question à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui répond hier sur RTL. Est-ce que vous étiez au courant ? Mais l'État ne vérifie pas avant de demander à un prestataire extérieur, comme un cabinet de conseil, qu'il paye bien ses impôts en France. L'État a toutes les informations fiscales dont il a besoin. Après, il y a un principe qui est celui du secret fiscal. Donc, le ministre des Finances ne révèle pas des secrets fiscaux. Alors, personne ne doit le faire, je le dis au passage. Mais nous nous assurons qu'en l'espèce, McKinsey, puisque ça nous a été signalé par un rapport du Sénat, paie bien ce qu'il doit à l'État français. Toutes les procédures sont déjà engagées par la Direction générale des finances publiques. C'est à elle de le faire de manière totalement indépendante. Elle le fera. McKinsey paiera. Voilà, McKinsey paiera, soyez rassurés, Bruno Le Maire sur RTL dimanche, donc hier. Et pour parler de McKinsey qui paye et qui ne paye pas, nous sommes avec Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Bonjour Clémence. Je rappelle, magistrat délégué de l'association professionnelle des magistrats, vice-président au tribunal de Paris, après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances et auteur évidemment de Cartel des fraudes 1 et 2 chez Ring. Alors voilà, vous connaissez bien ce sujet. Est-ce que c'est vrai qu'on ne vérifie pas et qu'il ne faut pas vérifier, surtout pas, secret fiscal oblige, ces paiements d'impôts par les cabinets de conseil? Alors non, évidemment tout ça est vérifié et notamment les contractants pour les marchés publics fournissent des attestations du fait qu'ils sont à jour au niveau fiscal et social. Mais si vous voulez, cette histoire de l'optimisation fiscale de McKinsey, il faut un petit peu expliquer quel est le mécanisme. McKinsey utilise un mécanisme bien connu d'optimisation fiscale, qui est légal, qui s'appelle l'utilisation des prix de transfert. Oui. C'est-à-dire, en gros, que une maison mère, qui ici en l'espèce est située aux États-Unis, dans l'État du Delaware,
ce qui a son importance pour l'imposition dans l'État du Delaware, qui est assez réduite, puisque en l'espèce, il y a un forfait de $175 à l'imposition. Oui, c'est pas très élevé. Ça fait quoi, 200 €, même pas 200 €. Cette maison mère facture des frais à ces différentes filiales qui sont dans les autres pays où le cabinet McKinsey travaille, avec des structures juridiques locales. Et donc, ces frais, ce sont des charges qui viennent en déduction des bénéfices. Ah oui, c'est assez malin. C'est comme si on faisait des notes de frais. Voilà, mais c'est quelque chose qui existe dans tous les secteurs économiques. Et en l'espèce, ça fait une remontée de bénéfices, un système de remontée de bénéfices vers un territoire où l'imposition est moindre. Et donc, c'est ce système-là qui est utilisé par McKinsey notamment, mais pas que, pour leur permettre de gérer leur imposition au niveau mondial et donc de minimiser l'imposition due au niveau mondial. Donc rien d'illégal en fait. Écoutez, il va falloir voir, en fait, sur l'illégalité, il va falloir voir comment ces prix de transfert sont ce qu'on appelle documentés, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont justifiés vis-à-vis de l'administration fiscale pour voir s'ils rentrent dans ce qui est admis légalement ou pas. Mais ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que là, c'est pas un scoop pour McKinsey. C'est-à-dire que les gens ont l'air de découvrir aujourd'hui, au mois de mars 2022, que McKinsey ne paye pas beaucoup d'impôts en France. Mais non. Même pas du tout. Voilà. Mais c'est depuis 10 ans. Mais c'est pas un scoop. Ouais. Reprenez, il y a un peu moins d'un an et demi, un peu plus d'un an, vous aviez un article dans Le Monde, dans le magazine du Monde. On était en février 2021, où déjà la structure juridique de McKinsey, cette affaire d'optimisation fiscale, apparaissait. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Et si la commission d'enquête a posé la question durant ces investigations, vous imaginez bien, c'est qu'ils avaient déjà eu des indices. Et en réalité, vous aviez déjà un article dans Le Monde du 6 février 2021, si je ne m'abuse, qui expliquait que le siège de McKinsey n'était pas en France, mais en réalité, McKinsey France, le siège était au Delaware, et donc que vous aviez ces affaires de remontée. Et déjà à l'époque, le cabinet d'Amélie de Montchalin, donc la ministre qui était en charge de la transformation publique et donc qui avait un petit peu la tutelle sur toutes ces histoires-là, était très embêtée. Et déjà, il y a un an et demi, ils expliquaient aux journalistes, nous avons tout vérifié, nous avons demandé les attestations, etc., etc. Donc là, tout le monde est en train un petit peu de faire genre, je tombe de l'armoire, on va demander, mais tout le monde est au courant. Et je vais même plus loin. Bruno Le Maire, c'est vraiment, mais c'est vraiment de l'esbouffe là. Bien sûr, tout le monde est au courant depuis très longtemps. Et je vais même plus loin sur les affaires d'optimisation fiscale. McKinsey s'est fait accrocher il y a maintenant 7 ans en Norvège pour la même chose, en disant attention, les Norvégiens ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, vous ne payez pas d'impôts chez nous et en fait vous faites de la remontée de bénéfices vers vos maisons vers vos structures américaines. Donc les montages d'optimisation fiscale de McKinsey, c'est pas un scoop, on le sait depuis des années et des années, on le sait même depuis avant l'élection d'Emmanuel Macron, si vous voulez. Alors ce qui pose problème ou ce qui interroge, c'est la relation très particulière de la Macronie d'Emmanuel Macron avec un certain nombre de gens de chez McKinsey. Voilà, parce que je vous renvoie au Macron Leaks, vous savez, ces fameuses fuites d'emails en 2017 où on a pu découvrir le rôle très particulier qu'ont joué les consultants de chez McKinsey dans la création d'En Marche, du parti d'Emmanuel Macron. Là, vous parlez notamament de Karim Tadjedine, responsable du pôle secteur, qui lui a quand même été conseiller sur la campagne d'Emmanuel Macron. Oui, mais pas que, ils étaient plusieurs qui étaient dans la création d'En Marche, dans la création du programme, dans la mise en œuvre, etc. Et donc, en fait, les membres de ce cabinet en question sont à la fois à l'origine de la Macronie, et ça remonte plus loin, ça remonte à la commission Attali, ça remonte à 2007, 2008. Donc, on les retrouve à ce moment-là, déjà, dans la conception et après dans la mise en œuvre. Donc, c'est là que ça pose éventuellement un problème, c'est cette interconnexion, cette perméabilité avec les gens de chez McKinsey, de ce cabinet en question, avec la Macronie. Mais il faut avoir conscience aussi que ça s'explique par l'origine professionnelle
des gens de chez McKinsey. Souvent, ce sont des gens qui sont passés par les très grandes écoles françaises. Je parle de McKinsey France. Des gens d'ailleurs qui ont travaillé dans le secteur public français et qui ont cette expérience-là et qui derrière passent dans le privé et reviennent pour conseiller, être consultants en matière de politique publique, mais pas que. Parce qu'en réalité, le chiffre d'affaires secteur public de McKinsey est finalement assez réduit. C'est 5% de ces 329 millions d'euros. Ce sont des missions qui sont visibles, intéressantes pour ces cabinets-là, mais qui ne sont pas le cœur de leur métier en réalité. C'est pas là-dessus qu'ils gagnent leur argent. Non, mais en revanche, par rapport à ce que donne le ministère, les ministères, et notamment le ministère de la Santé, ce sont des sommes énormes dans ce sens-là. Alors, ce sont des sommes énormes. Avec des rapports qui posent des problèmes, puisqu'on a vu ces rapports qui étaient parfois validés comme étant des rapports du ministère, alors qu'en fait, c'était directement écrit par... Ah oui, mais ça, c'est donc, il y a tous ces problèmes Oui, tout à fait. On n'est plus dans l'optimisation fiscale, mais il y a quand même ce problème de perméabilité que vous soulignez. C'est quelque chose auquel on assiste. Moi, je l'ai vu puisque j'étais au ministère. Moi, j'étais à Bercy à 2 reprises. Et effectivement, on assiste notamment depuis ça a été très marqué à partir du quinquennat Sarkozy, véritablement. Et depuis, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Et alors surtout avec le quinquennat Macron, on assiste effectivement à cette entrée dans le jeu et à cette prise de contrôle de la préparation de la décision publique par un certain nombre de cabinets de consultants, effectivement. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où l'État avait en interne des expertises. On a des énarques, on a des polytechniciens, on a des services qui sont là pour travailler. Mais c'est vrai que de plus en plus, il est fait appel à ce type de cabinet de consultants privés, où souvent, ce que je vous disais, les acteurs de ces cabinets privés viennent eux-mêmes de la haute fonction publique, et donc il y a ces espèces d'aller-retour. Bon, voilà, ça peut poser question. On peut se demander pourquoi d'ailleurs ces gens-là quittent la fonction publique pour aller dans ces types de cabinets. Souvent parce qu'il y a l'intérêt des missions, des carrières qui sont plus intéressantes dans l'intérêt du boulot, mais aussi la rémunération. Et donc, une des vraies questions, c'est pourquoi est-ce que la fonction publique, la haute fonction publique française n'est plus capable de conserver ses talents, peut-être parce qu'elle n'offre finalement pas des déroulés de carrière aussi intéressants qu'avant et des rémunérations à la hauteur des enjeux et des compétences. Donc c'est peut-être pas très politiquement correct de le dire dans le contexte actuel, mais on a un vrai sujet. Vous voyez, vous citiez rémunérés à leur juste valeur, comme on le disait pour les professeurs avant. Vous citiez tout à l'heure le directeur de McKinsey là, qui est dans le cœur de la tourmente. Ce monsieur, c'est un ingénieur polytechnicien, c'est un X-Pont, ingénieur du corps des ponts et chaussées, polytechnicien. Donc c'est quelqu'un, à la base, qui est un haut fonctionnaire, qui est un serviteur de l'État, qui a d'ailleurs travaillé au ministère des Finances, à Bercy. Et donc la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il a fait le choix de partir chez McKinsey plutôt que de rester dans une carrière à haute fonction publique, ministère des Finances, etc. Peut-être est-ce que c'est parce que en France, nous ne savons plus offrir des déroulements de carrière à ces personnes qui sont des personnes très intelligentes, qui savent travailler. Il peut y avoir aussi des limitations, peut-être les empêcher aussi de passer dans le privé. On appelle ça faire du pantouflage. Certains pays le font. Mais est-ce que interdire à quelqu'un de dérouler sa carrière, c'est la meilleure des solutions? Est-ce que la vraie solution, ce n'est pas d'offrir donner aussi, envie de rester. Voilà, dans la fonction publique de l'État, dans la haute fonction publique de l'État, de donner envie aux gens d'y dérouler toute leur carrière et d'y rester. Et pour faire ça, il faut un job intéressant, il faut des débouchés de carrière, il faut des rémunérations aussi à la hauteur de ce qui peut être offert dans d'autres secteurs, dans le privé, etc. Donc, si vous voulez, c'est assez amusant parce que d'une anecdote d'optimisation fiscale, évidemment, McKinsey fait de l'optimisation fiscale très agressive. Reste à voir si ça va passer ou être considéré comme de la fraude ou pas. Mais ça met en lumière beaucoup d'autres choses derrière. Ça met en lumière effectivement l'impact de ces cabinets privés dans la conduite des politiques publiques. Ça met en lumière très spécifiquement dans le cas de McKinsey une relation
qu'on pourrait presque qualifier d'incestueuse, Oui. avec le président de la République actuelle, avec Emmanuel Macron, mais fondamentalement et sur le fond, ça met en lumière le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de garder les talents dans la haute fonction publique française. Et malheureusement, ce n'est pas la politique d'Emmanuel Macron qui va améliorer les choses, puisqu'on a bien vu suppression de l'ENA, suppression des grands corps. Donc là, en ce moment, ça se passe très très mal. Les membres des grands corps ne savent plus à quel sens vouer. Ils se demandent même s'ils vont rester ou pas, parce que la politique d'Emmanuel Macron est très violente à leur égard. Et puis là, on a bien vu, Emmanuel Macron avait fait des déclarations en janvier devant la conférence des présidents d'université. Il veut supprimer les grandes écoles. Alors il va vous dire non, j'ai pas dit ça. Mais si, en fait, il l'a dit, puisqu'il explique qu'il veut mettre fin à la dualité université-grandes écoles. Donc en fait, ça veut dire supprimer les grandes écoles pour les réintégrer dans les universités. Et donc ça va venir heurter de plein fouet toutes les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles de commerce, des centaines de milliers de diplômés déjà, plus tous ceux qui se destinaient à ces études-là, avec une perte de valeur de leur diplôme. Et ça interroge d'ailleurs sur la volonté de casser le modèle français, le modèle de réussite français. Donc c'est la politique d'Emmanuel Macron en la matière. Elle va être loin de résoudre ce problème-là, au contraire d'offrir des débouchés de carrière, etc., puisqu'on voit bien qu'il attaque frontalement les systèmes des corps français. C'est intéressant finalement, si on résume, il supprime les grandes écoles, il supprime les grands corps pour aller les récupérer dans le privé et les payer plus cher. C'est quand même assez dommage. C'est dû en même temps. Oui, c'est ça. Alors une question tout de même électorale, est-ce que cette affaire qui n'est pas vraiment un scoop, et vous le rappelez Charles Prats, est-ce que malgré tout ça peut poser des problèmes à la Macronie dans cette période électorale? Je rappelle que Valérie Pécresse, dont vous êtes le soutien, a tweeté récemment: Emmanuel Macron doit s'expliquer sur le recours massif de l'État à l'entreprise McKinsey, dont le Sénat révèle qu'elle ne paye pas ses impôts en France. Comment pouvait-il ne pas le savoir? Voilà le tacle de Valérie Pécresse. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer dans cette campagne électorale? Alors, ce seront effectivement des problématiques. C'est un sujet qui peut choquer l'opinion publique qui, elle, n'est pas au courant et qui va découvrir que, Emmanuel Macron fait payer des millions et des millions d'euros à des cabinets de conseil, notamment à ce cabinet de conseil McKinsey, dont évidemment il est très proche, on l'a rappelé, avec des membres du cabinet McKinsey qui sont à l'origine d'En Marche, qui ont accompagné le quinquennat Macron tout au long de ces 5 dernières années, en étant évidemment rémunérés. Faut quand même pas déconner. Donc voilà, c'est vrai que ça peut poser problème et que derrière, en plus, on redécouvre, si vous me permettez l'expression, que ce cabinet pratique une optimisation fiscale très agressive. Et donc, voilà, tous les commerçants, tous les artisans, tous les chefs de PME, etc., qui eux payent des impôts à des taux très élevés. C'est ça, c'est vrai que c'est rageant. Voilà, et quand on voit l'histoire des APL, que les Français doivent recevoir 5 euros de moins d'APL et qu'eux-mêmes font de l'évasion fiscale, de l'optimisation, restons polis, c'est vrai que ça peut choquer le Français. En période électorale, ça peut choquer les électeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez les pompiers qui sont de sortie et que tout est fait pour écraser l'information dans les médias. C'est-à-dire, vous voyez, on en parle un peu, mais finalement pas tant que ça. Mais comme toujours, remarquez bien que dans cette campagne électorale, dès qu'il y a quelque chose qui peut apparaître comme gênant, immédiatement, il y a des contre-feux qui sont allumés et puis on écrase les choses. C'est assez amusant, vous voyez. L'affaire McKinsey est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Qu'est-ce que la Macronie a lancé? Du Pécresse bashing sur prendre telle phrase, la sortir du contexte et dire oulala, essayer de ridiculiser les adversaires politiques et tout de suite de taper sur les autres pour écraser le coup. Pour ne pas parler du fond. Voilà, pour ne pas parler des affaires qui gênent. Et chez Macron, pourtant, des affaires, j'ai coutume de dire, la Macronie, c'est un jour une affaire. Si vous prenez toutes les mises en cause judiciaires des membres de l'entourage d'Emmanuel Macron, des ministres, des députés, etc. On a fait un petit bilan sur le sujet dernièrement. Si vous voulez, tous les jours, on pourrait en rappeler une. On tiendrait largement jusqu'au-delà de l'élection présidentielle. Et ça, vous voyez, médiatiquement, ça ne sort pas. Vous avez tout à fait raison. Et c'est le rôle notamment de cette matinale ligne droite de parler des choses dont la Macronie ne voudrait pas qu'on parle. Merci encore Charles Prats. Je rappelle vos livres, Cartel des fraudes 1 et 2 chez Ring. Vous êtes vice-président au tribunal de Paris. Après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Professionnelle des vice-président de l'association professionnelle des magistrats. Tout à fait. Merci encore Charles Prats. Merci beaucoup.
7h, 9h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Clémence Oudiakova. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, il est 7h49 sur ligne droite. Dans quelques instants, nous parlons de la Corse et allons vers une autonomie de la Corse. Et puis à 8h30, nous recevons Jean Slamovic pour ce livre Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique aux éditions du Cerf. Mais tout de suite, allez, un petit tour sur l'île de Beauté. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.